Bonjour à toutes, bonjour à tous. Marhaba bikoum dans le 12-13 de Média 24. Le Maroc est-il en train de changer de statut industriel? La question se pose aujourd'hui car ces derniers jours, deux actualités en particulier, deux actualités majeures, se sont télescopées. La première est plutôt positive. La Banque africaine de développement classe désormais le Maroc à la première place de son indice africain d'industrialisation, devant l'Afrique du Sud et l'Égypte, une reconnaissance de la transformation industrielle engagée depuis 2 décennies autour notamment de l'automobile et de l'aéronautique. La seconde actualité est plus sensible. Le Financial Times révèle dans un article que plusieurs responsables européens s'inquiètent de voir le Maroc devenir une plateforme industrielle chinoise tournée vers le marché européen sur le segment des voitures électriques et des batteries. D'un côté, le Maroc est célébré pour sa réussite industrielle, de l'autre, cette même réussite commence à susciter des interrogations, sans doute aussi des jalousies chez nos partenaires européens. Alors comment le Royaume s'est-il retrouvé au cœur du bras de fer entre Bruxelles et Pékin? Quels sont les risques pour notre industrie et comment défendre au mieux nos intérêts? On en parle aujourd'hui avec Riyad Mezzour, ministre de l'Industrie et du Commerce. C'est notre sujet à la une. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Dans le 12-13 de Média 24. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Nous allons aborder plusieurs sujets d'actualité qui nous intéressent. À commencer par cette question. Est-ce que le Maroc est devenu aujourd'hui une puissance industrielle, la première en l'occurrence à l'échelle africaine? Alors, selon l'indice de la BAD, effectivement, le Maroc est reconnu, selon l'index d'industrialisation de la BAD, comme le pays le plus performant en matière industrielle. Vous savez que cet index ou cet indice de la BAD a plusieurs paramètres, notamment la valeur ajoutée, l'emploi, la qualité de l'emploi, la production, les exportations, la formation, le climat des affaires, les infrastructures et la logistique. Et tous ces paramètres font qu'aujourd'hui, le Maroc vient de dépasser l'Afrique du Sud pour la première fois. C'est une étape très importante. L'année dernière, on était juste un peu en dessous. Cette année, on est juste un peu au-dessus. Et c'est une validation avec des paramètres extrêmement précis de la trajectoire industrielle menée par le Maroc sous la conduite éclairée de notre souverain. Et vous faites bien de faire la distinction, parce que cette distinction, nous l'avons fait, nous, à Média 24, on a lu en détail le contenu de ce rapport. C'est vrai que le Maroc, dans ce rapport, est salué pour sa performance dans cet indice d'industrialisation précis de la BAD. Cela ne veut dire en aucun cas que le Maroc est devenu une puissance industrielle africaine, pour la simple et bonne raison, et vous me corrigez si je me trompe, qu'il n'y a pas de véritable puissance industrielle à l'échelle du continent africain. Alors si, l'Afrique du Sud a longtemps été considérée comme une puissance industrielle, comme le pays le plus industrialisé d'Afrique, si ce n'est le seul pays industrialisé d'Afrique pendant très longtemps. Et c'est une milestone extrêmement importante pour le Maroc. Aujourd'hui, beaucoup de pays africains se sont dotés d'outils industriels assez intéressants, notamment en lien avec l'énergie ou les industries extractives. Et le Maroc s'est doté d'une stratégie de plusieurs plans avec une vision royale extrêmement ambitieuse. Et cet indice salue non seulement la trajectoire, mais salue aussi la diversification et la sophistication de notre performance industrielle. Donc, le Maroc est aujourd'hui considéré comme le pays avec la meilleure performance industrielle d'Afrique. Et puis, quand on voit que 87% de la valeur de nos exportations sont des produits manufacturés, on peut d'ores et déjà se considérer comme un pays industrialisé. Ça ne veut pas dire pays développé, ça veut dire pays industrialisé pour ne pas faire la confusion que certains font. Il y a beaucoup de travail à faire encore, il y a beaucoup de fragilité à combler, mais aussi beaucoup de perspectives et beaucoup d'ambition à atteindre, parce que le Maroc et notre souverain est extrêmement ambitieux pour notre pays et on a encore beaucoup de choses à réaliser. Ça n'est que le début de l'histoire. Ah ouais, je comprends parfaitement ce que vous dites, mais moi c'est la dénomination de puissance industrielle africaine qui peut induire en erreur, parce qu'il y a des questions de volume, de maîtrise technologique, de brevets. Ces choses-là commencent aussi à arriver au Maroc au niveau même de la performance en matière d'innovation. Vous regardez l'indice d'innovation, là clairement ça fait 5 ans qu'on est le numéro 1 africain sur le Global Innovation Index. Donc on est même en rapport avec notre PIB parmi les premiers mondiaux. Donc même au niveau de l'innovation, il y
il y a des transformations qui se font. C'est des transformations tout azimut. Le Maroc est en train d'avoir une trajectoire d'émergence qui est assez intéressante, assez exceptionnelle. Je pense même qu'elle sera, et je l'espère, qu'elle sera enseignée à travers le monde, à l'instar du miracle coréen qui est enseigné. On est dans une trajectoire assez intéressante à tous les niveaux, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau sportif, au niveau des infrastructures. L'industrie aussi joue son rôle là-dedans. Et puis, les attributs de la puissance ne se mesurent pas seulement au volume, mais on peut parler de ce volume, il y a des choses à dire par rapport à ça et par rapport même à nos compétiteurs, se mesure aussi aux inquiétudes que nous suscitons parfois parmi les plus grandes puissances, et vous en avez parlé dans votre introduction. Vous savez quoi, on va en parler tout de suite. Parlons-en. On vous reçoit pour cette actualité en lien avec l'indice de la BAD, mais aussi et surtout par rapport à ce bras de fer géoéconomique qui oppose Bruxelles à Pékin. Et le Maroc se trouve au milieu de ce bras de fer, puisqu'il y a eu ce fameux article du Financial Times qui présente en fait le Maroc comme une possible base industrielle chinoise vers le marché européen. Et la Commission européenne reproche précisément à la Chine des subventions publiques qu'elle considère injustes accordées aux constructeurs chinois et craint que le Maroc ne serve de porte dérobée, entre guillemets, des produits subventionnés chinois vers le marché européen. Alors, est-ce que ça correspond à la réalité, la vôtre en l'occurrence? Non, pas du tout. Non, soyons sérieux. D'abord, regardons les chiffres. Ce que les Européens ou ce que cet article décrit, c'est que le Maroc a un pipeline de 6 milliards de dollars ou 6 milliards de dollars d'investissement chinois. Vous suivez comme moi les IDE marocains. Si on avait 6 milliards de dollars qui venaient d'un seul pays, en termes de flux, ça se saurait et ça aurait un impact. On est sur 3-4 milliards de dollars sur l'ensemble des IDE au niveau du Maroc chaque année. Donc si on avait ce flux qui était aussi important, ça se saurait. On est en effectif sur 1,2, 1,3 milliards de dollars. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on compare les 10 dernières années, on regarde les 10 dernières années d'investissement chinois au Maroc versus l'Europe, on est sur des chiffres ridicules au Maroc, mais on est à 160 milliards d'investissement, 160 milliards de dollars d'investissement chinois en Europe. Deuxième chose, supposons que ces 6 milliards soient une perspective dans les 5-10 prochaines années, ce que je souhaite, et je vous expliquerai pourquoi. Soit une perspective par rapport aux annonces, qu'elles se matérialisent toutes, soit une perspective. Mais vous savez que juste pour faire une usine de batterie, une seule usine de batterie dans un pays européen, il y a eu une subvention de 7 milliards d'euros. La subvention. Là, on parle du stock d'investissement qui est reproché au Maroc, qui serait de 6 milliards de dollars. La grande inquiétude pour installer une seule usine de batterie. Donc les Européens dans un pays au Maroc et à la Chine ce qu'ils ont subventionné pour une seule usine. Le total investissement qui est reproché, c'est une subvention qui a été accordée par un État sur une seule usine. Quand même, soyons sérieux par rapport à ça. Deuxième chose, c'est que aujourd'hui, ce qui est installé au Maroc, ce sont des capacités de production de véhicules qui sont sous pavillon européen, que je sache. Les deux grands constructeurs que nous avons au Maroc sont des constructeurs qui sont sous pavillon européen. Or, en face, nous avons constaté qu'aujourd'hui, les Chinois sont en train d'atteindre un capacitaire installé en Europe d'1 million de véhicules. Le Maroc a un capacitaire installé de production d'1 million de véhicules sous pavillon européen. L'Europe est en train d'installer un capacitaire de production d'1 million de véhicules sous pavillon chinois. C'est quand même intéressant à voir. Deuxième chose qui est extrêmement intéressante. Aujourd'hui, beaucoup d'équipementiers européens sont passés sous pavillon chinois, ont été rachetés par des Chinois. De grands équipementiers allemands, de grands équipementiers européens sont aujourd'hui propriété de la Chine. Alors, ce qu'on nous reproche, nous, qui est un chiffre théorique, qui n'est même pas un chiffre pratique, ce chiffre théorique est inférieur à une subvention qui a été donnée pour un seul projet. Donc en termes de taille, c'est monstrueux. Comparé au stock
au volume d'investissement effectif chinois en Europe, c'est encore plus ridicule. Et derrière ça, ce qui est réellement inquiétant, c'est que le Maroc joue le jeu de l'Europe en travaillant avec des entités sous pavillon européen, alors qu'en Europe même, aujourd'hui, on vend plus de 800 000 voitures chinoises. Aujourd'hui, le Maroc exporte que 400 000 voitures européennes en Europe. On vend plus de 800 000 voitures chinoises et on installe un capacitaire de production d'1 million de voitures chinoises. Donc voilà, je suis très surpris de voir que le pays partenaire, le pays qui est intégré et qui se veut intégré dans cet écosystème de production automobile européen, soit aujourd'hui montré du doigt, alors que c'est à l'intérieur que ça se passe. Alors comment vous l'expliquez ça justement? Qui est derrière ces attaques visant le Maroc? Il y a plusieurs paramètres. Le premier paramètre est probablement très politique, avec la volonté de réindustrialiser. Effectivement, l'Europe s'est beaucoup désindustrialisée. Le deuxième paramètre, c'est un peu la crainte, et quand on est en crise et quand on est un peu dans un moment de fragilité et de peur, c'est beaucoup plus facile de désigner un corps extérieur comparativement à un corps intérieur. Et puis il y a une difficulté aussi à comprendre le modèle de coopération entre le Maroc et l'Europe de certains décideurs. Et donc aujourd'hui, on est en train de travailler de manière intéressante. Il y a eu déjà des premiers résultats parce que la première mouture de cette loi d'accélération industrielle, l'Industrial Accelerator Act, c'est bien ça, cette loi d'accélération industrielle qui nous rappelle quelques souvenirs. Vous savez qu'on a démarré un plan d'accélération industrielle au Maroc en 2014. C'est vaut mieux tard que jamais. Ils nous ont copié. C'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant. Je sais pas s'ils nous ont copié, mais je trouve qu'il y a quand même quelques similitudes. En tout cas dans la dénomination. Aujourd'hui, c'est quand même intéressant de voir que au départ, il y avait une volonté d'exclure certains pays partenaires avec un taux de 80% et d'avoir un Made in Europe qui est stricto sensu au sein de l'Union européenne. Ça a été élargi à tous les pays avec lesquels aujourd'hui l'Union européenne, pour une grosse partie, en tout cas pour la partie pièce, ça a été élargi, ce Made in Europe, à tous les pays avec lesquels l'Union européenne a des accords commerciaux et des accords de libre-échange, ce qui fait quand même 88 pays. Aujourd'hui, l'assemblage final est encore à 70% exigé, que ce soit à l'intérieur de l'Europe. Nous, ça ne nous pose aucun problème par rapport à ça, puisqu'on n'est pas dans des équilibres supérieurs à 20 ou 30%. Mais au-delà de ça, il y a d'autres détails qu'on doit discuter au niveau des véhicules électriques, de la chaîne de valeur de la batterie, du petit véhicule inférieur à 4,20 m où il y a un super bonus CO2 qui est exigé. Donc il y a plein de détails techniques à discuter, mais il y a aussi un parcours législatif et un parcours réglementaire à accompagner pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de choses qui puissent nuire aux intérêts de notre coopération d'abord et aux intérêts de notre pays pour qu'on puisse se préparer à trouver des bonnes réponses et des bonnes alternatives le cas échéant. Que les Européens veuillent défendre leurs intérêts, ça peut s'entendre. Que le Maroc fasse tout pour défendre les siens, ça aussi c'est un peu plus légitime. Est-ce qu'aujourd'hui le nerf de la guerre, c'est le segment de la batterie, le nerf de la guerre industrielle, je veux dire, puisque d'un côté on constate que les Européens ont du mal à suivre la cadence technologique des Chinois, qui maîtrisent aujourd'hui véritablement cette filière industrielle de la mobilité électrique. D'un autre côté, ils voient en le Maroc un potentiel danger puisqu'il noue un partenariat renforcé avec la Chine, avec des géants chinois de la batterie, avec des investissements qui restent quand même importants. Et est-ce que cela explique effectivement ces attaques que nous avons recensées ces derniers temps? Notre thèse, c'est pas de défendre nos intérêts. On comprend, chacun défend ses intérêts, mais notre thèse, c'est que nos intérêts sont communs.
Avec les Européens, avec les Européens. Nous avons des intérêts communs. Et le Maroc a commencé à s'intéresser de manière très sérieuse à la batterie quand les Européens ont décidé d'électrifier en 2035. Donc il fallait qu'on ait une chaîne de valeur de la batterie pour répondre aux transformations que les Européens ont souhaitées. Bien, maintenant, sur la chaîne de valeur de la batterie, les 7 milliards d'euros qui ont été donnés, c'était pour une usine de batterie. C'était pour une usine de batterie du numéro 1 mondial dans un pays d'Europe de l'Est, intégré au sein de l'Union européenne. Le numéro 1 mondial qui s'installe, on lui donne 7 milliards d'euros de subventions pour s'installer. Et nous, on nous reproche un stock théorique de 6 milliards de dollars. Alors qu'en réalité, c'est 1,2 milliard qui ont été effectivement investis. Il y a quand même une petite différence. Donc nous, on l'a fait pour pouvoir répondre à un changement ou à une stratégie européenne et pouvoir avoir le produit qui leur correspond. Ça, c'est le premier. Le deuxième, quand on a été chercher des investisseurs européens, on a été chercher des investisseurs américains, on a été chercher des investisseurs du monde entier. Les seuls qui ont répondu pour nous accompagner dans cette chaîne de valeur, ce sont les Chinois. Deuxième chose, quand on l'a fait, sachant bien qu'il y avait des risques commerciaux et des choses très importantes par rapport à ça, on a co-investi dans ces chaînes de valeur. Et on a été par le segment le plus difficile, qui n'est d'ailleurs pas installé en Europe. On a commencé par le segment des précurseurs, la partie chimique, qui ne se fait nulle part ailleurs qu'en Asie aujourd'hui. La partie précurseur, c'est notre première usine, qui est aujourd'hui à Jolf, et c'est une JV 50-50 entre le Maroc et la Chine. Ensuite, dans tous les projets, dans la plupart des projets, on investit, on introduit où il y a un Européen dedans. Par exemple, notre prochaine Gigafactory, Volkswagen est intéressé dedans à 25%. Donc on a été très regardant sur la capacité de nos produits à pouvoir intégrer du capital marocain, du capital européen, et bien évidemment, on a des règles de commerce. On a des accords commerciaux avec les Européens. On vient de passer 3 ans, on vient de finaliser la négociation du Panoromède qui refixe les nouvelles règles d'origine et la nouvelle façon de les suivre. Donc aujourd'hui, on peut pas nous accuser d'avoir des usines de complaisance avec très peu d'intégration. On le fait. Non, mais tout ce que vous dites. Vous parlez de l'accusation. Oui, l'accusation, oui. Vous parlez de l'accusation. Non, de l'accusation. Voilà. Alors que nous, on doit passer une frontière pour pouvoir aller au sein de l'Union européenne. Donc, tous nos produits sont regardés avec beaucoup d'attention par la plupart des organismes de contrôle au niveau de l'Europe. Mais maintenant, quand c'est une usine à l'intérieur de l'Europe, je suis pas sûr qu'on regarde de la même façon le taux d'intégration qui est exigé. Donc, s'il y a quelqu'un qui fait une intégration industrielle, qui fait attention à tenir compte des exigences de son partenaire parce qu'il n'est pas administrativement intégré à cette zone, qui fait attention à tout ça, c'est bien le Maroc. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate par cet effet-là, cette discussion qui n'est pas réelle, qui est animée par d'autres enjeux? On se retrouve avec les Chinois qui voulaient développer un peu plus de capacité de production au Maroc et de création de valeur au Maroc, qui sont en train de s'orienter de manière massive à acheter ou à louer des capacités de production en Europe. Vous voyez, il se passe pas une semaine sans qu'on voit qu'il y a une marque chinoise qui va produire ou en Espagne ou en France ou en Allemagne. C'est quand même assez intéressant, c'est quand même assez inquiétant de voir qu'aujourd'hui, on est en train d'annoncer une réglementation qui va limiter l'intégration, qui va limiter aussi les investissements, parce qu'il y a aussi un côté investissement en Europe, et que pendant cette période où on discute cette réglementation, le capital, les deals se sont démultipliés par rapport aux achats ou aux annonces de projets chinois en Europe. Parlons justement de cette réglementation. Est-ce qu'elle pourrait changer pour un pays comme le Maroc? On parle de cette loi sur l'accélération industrielle, texte de loi pris par la Commission européenne. Alors, ce texte vise à réserver certains marchés publics, notamment aux produits comportant une part substantielle de contenu 100% européen. Est-ce qu'il est vrai, c'est ça ma question, Monsieur le Ministre, que le Maroc œuvre actuellement
et discute avec Bruxelles pour faire reconnaître les produits localement au Maroc comme étant des produits estampillés européens. C'est le cas dans ce projet de texte. Le Made in Europe, le Maroc est intégré dedans avec 87 autres pays aujourd'hui. Seulement, l'assemblage final au sein de l'UE, c'est là où la problématique se pose. Et la partie super bonus CO2, qui concerne l'assemblage final et le contenu substantiel européen, c'est là où la difficulté technique se pose. Donc c'est un sujet hyper technique. Donc oui, on a discuté, on a ouvert. Aujourd'hui, beaucoup de responsables, on a beaucoup de responsables et les Européens dans la communication avec eux considèrent bien évidemment, les responsables considèrent que le Maroc, le Royaume-Uni et la Turquie font partie intégrante de leur système de production. Aujourd'hui, bien sûr, les discussions sont à ce niveau-là pour régler ces détails-là et ne pas pénaliser cette colocalisation ou ce travail de coopération et d'intégration que nous avons construit ensemble durant ces 25 dernières années, et notamment depuis la signature de l'accord de libre-échange, donc durant ces 15 dernières années. Et aujourd'hui, c'est un travail de fond, c'est un travail technique qui se fait à tous les niveaux, au niveau de la Commission, mais il y a aussi un travail à faire qu'on est en train de faire au niveau du Parlement européen, parce qu'il y a une sensibilisation à faire du décideur final qui va voter ou non pour cet acte ou qui va l'amender. Donc il y a un travail de fond qui se fait par rapport à ça. Je rappelle que le texte a été introduit au niveau du Parlement européen. Exactement. Au niveau de 3 commissions, dont une qui s'est déchargée, donc il y en a 2 aujourd'hui qui travaillent dessus. Juste une question, précisément aujourd'hui, dans la mouture actuelle du projet de loi, qu'est-ce qui dérange le Maroc, qui pourrait nuire aux intérêts du Maroc? Il y a les 3 choses desquelles j'ai parlé: la partie assemblage final, la partie super bonus CO2 et la partie batterie. D'accord. Voilà. Okay. Donc c'est les 3 choses sur lesquelles nous souhaiterions avoir un peu plus de flexibilité, pas pour aller déranger qui que ce soit, mais parce que aujourd'hui, vous imaginez, même au niveau européen, quand on a d'où ils vont ramener le phosphate pour faire leur batterie, d'où ils vont ramener le nickel pour faire leur batterie, d'où ils vont ramener le cobalt pour faire leur batterie, qui est un coût constituant important, ou le manganèse pour faire qui est un coût constituant important pour cette batterie. Alors aujourd'hui, c'est vrai que nous avons construit quelque chose de très intéressant, et quand on voit notre chaîne de valeur de la batterie, d'ici la fin de l'année, elle sera complètement intégrée. Ce sera la seule qui aura ce niveau d'intégration, qui sera hors d'Asie, qui est un atout stratégique énorme pour un ensemble comme l'Union européenne, d'avoir une intégration depuis le principe actif de la batterie, qui est le précurseur, jusqu'à la cellule, et avoir cette possibilité d'avoir ça à ses portes à des prix extrêmement compétitifs, avec une capacité de développement technologique assez intéressante et une capacité d'exécution qui est déjà là. Au lieu de considérer ça comme un atout, certains considèrent ça comme une menace, mais ce qui est en train de se construire d'ailleurs, qui n'est pas encore finalisé pour la plupart des cas de l'autre côté de la Méditerranée, est une chaîne de valeur beaucoup plus restreinte, où les intrants, s'ils ne viennent pas du Maroc, viendront forcément d'Asie. Donc les arguments avancés par le Maroc dans ce cas précis, c'est de dire que c'est une relation win-win et que tout le monde a intérêt à coopérer. Non seulement c'est une relation win-win, mais nous, jusqu'à preuve du contraire, on se considère comme partie intégrante de cet écosystème de production et de création de valeur européen, et nous œuvrons à protéger les intérêts de l'Europe que nous considérons être les mêmes que les intérêts du Maroc. Il faudrait le répéter peut-être à certains membres de la Commission européenne qui ne voient pas les choses de la même manière. C'est ce qui est fait de manière inlassable. Je pense que la plupart des hauts responsables au niveau européen en sont parfaitement conscients. Très bien. On suivra avec beaucoup d'intérêt l'évolution de ce texte de loi. Est-ce que vous avez une estimation de la durée des discussions? Quand est-ce qu'on sera fixé définitivement sur... Alors la plupart des analystes et des spécialistes de ces circuits de décision au niveau de l'Union européenne parlent de fin d'année. D'accord. Donc on sera fixé d'ici la fin de l'année. Bon, ou pas. Ou pas. Parce qu'on n'est pas sûr. Ce sont des décisions qui demandent aussi d'avoir un certain consensus au niveau des pays de l'Union européenne. Ce consensus n'est pas
n'est pas encore complètement établi, et donc et cette situation de flou et d'attente semble être bénéfique pour les investissements chinois en Europe. Je vais vous poser une question à présent qui consiste à dire que peut-être, je dis bien peut-être, que cette situation que nous décortiquons aujourd'hui aurait pu être évitée. Je m'explique. En 2023, puis en 2025, l'Union européenne avait imposé déjà des droits anti-dumping et puis compensateurs en 2025 sur les jantes aluminium fabriquées au Maroc. Avec le recul, est-ce qu'on a peut-être, Monsieur le Ministre, manqué un peu de vigilance sur ce dossier? Pas du tout. On a travaillé de manière très très intensive et on continue de travailler. D'ailleurs, c'est un dossier qui est aussi parmi les sujets de discussion que nous avons et en interne et vis-à-vis de nos partenaires de l'Union européenne. Aujourd'hui, ces droits anti-dumping qui ont été mis en place, la partie anti-dumping concerne 26%. Après, il y a d'autres droits les droits anti-subvention concernent c'est 26%. Moi, j'ai fait le calcul dans certains cas. Il y a l'anti-dumping et l'anti-subvention. Il y a deux droits. Et si on cumule les deux, moi, j'arrive à un taux de 49%. Ouais, exactement. Alors, sur les 26%, par exemple, les Européens ont considéré qu'il y avait 4-5% qui concernaient le Maroc et 21% qui concernaient la Chine, parce que tout simplement, à l'échelle chinoise, la réponse n'a pas été faite, vu qu'ils ne considéraient pas le sujet comme important, malgré nos relances et malgré tout ce qu'on a fait. Et on a travaillé, on a répondu, on considère que ces droits sont complètement injustifiés, avec des arguments. On n'a pas voulu aller plus loin. Parce que, et c'est encore en réflexion, parce qu'on aurait pu saisir l'OMC pour régler ce différend, ce qui est encore d'ailleurs à l'ordre du jour. On est encore en train de réfléchir par rapport à ça. Donc la vigilance a toujours été là, la mobilisation a été là, très très importante. On avait même à l'époque beaucoup discuté là-dessus, en expliquant qu'il y avait un arbitrage d'investissement vers le Portugal, et c'est pour ça, c'était venu comme par hasard à ce moment-là. Ce qui est intéressant, un investissement chinois au Portugal. Le même de l'entreprise, il y avait un arbitrage entre les deux. Et finalement, l'investissement au Portugal s'est pas fait, et il y a une nouvelle unité de cet investisseur qui s'est faite au Maroc. Donc aujourd'hui, le Maroc est dans une position intéressante, est dans une position où il a fait beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices pour arriver à ce niveau-là, et la distinction qui a été faite par la BAD en est un témoignage. On est sur une trajectoire intéressante, dans un esprit de partenariat extrêmement positif, constructif. S'il y a des choses à adapter par rapport à certaines conditions pour rassurer nos partenaires européens, nous sommes parfaitement prêts à le faire. Nous sommes dans un état d'esprit d'ouverture, et nous l'avons toujours été, malgré ce coup de canif, comme diraient certains, au contrat. Et nous en reproche d'autres. Personne n'est parfait. On travaille dans cet état d'esprit-là, et on va continuer dans cet état d'esprit-là. Et je suis convaincu que la raison finira par l'emporter, parce que d'abord, la raison est majoritaire, notamment auprès de nos partenaires. Après, je comprends les inquiétudes. On explique de manière très très apaisée qu'elles sont pas fondées, que le Maroc a construit ça dans un esprit de partenariat et en toute objectivité et avec beaucoup de bienveillance, et que nous continuerons à travailler main dans la main. Mais la position du Maroc reste quand même un peu délicate, parce que l'Union européenne reste malgré tout le premier partenaire économique et commercial du Royaume. La Chine est devenue, vous le savez très bien, le partenaire industriel majeur et incontournable sur l'échelle de valeur. Majeur non. Dans la filière automobile aujourd'hui, c'est non. Sur le segment de la mobilité électrique, sur les batteries. La batterie, la Chine. Je parle de ça. Sur le segment de la batterie, la Chine a 70% de part de marché mondial. C'est ce que je dis. Donc partout dans le monde. Oui. C'est pas que le Maroc. Oui. Quand on voit les gigafactories en Europe, ce sont des Chinois. Donc aujourd'hui, il est impossible ou quasi impossible de faire de la batterie sans les Chinois. Mais c'est ce que je dis. J'en viens à ma question. Et c'est pas que pour le Maroc.
Oui, bien sûr, c'est valable pour tous les pays du monde. D'un côté, on a un partenaire commercial et économique auquel on doit faire attention sur justement un partenaire stratégique. La Chine est un partenaire stratégique. Et d'un autre côté, effectivement, si le Maroc veut véritablement développer sa filière batterie et mobilité électrique, le partenariat avec la Chine est incontournable. Ma question est la suivante. Est-ce qu'on peut contenter l'un sans fâcher l'autre? Mais évidemment, puisque on veut tous ensemble construire cette chaîne de valeur électrique. Eux la construisent avec du capital chinois à 100%. Nous, on l'a construit avec du capital mixte. Nous, on l'a construit avec du transfert de technologie. Nous, on l'a construit en développant, en valorisant nos matières premières. Donc, on l'a construit de manière intégrée, complète, indépendante, avec des investissements croisés. Bien évidemment, on le fait de manière très sereine. On le fait avec le temps long, comme le Maroc a toujours su le faire, ça veut dire une vision à long terme, et on le fait avec une capacité d'exécution ultra rapide. Donc ça, c'est notre pays. Les avantages comparatifs de notre pays sont ici. C'est de voir loin, de construire bien et vite avec les meilleurs partenaires en préservant notre indépendance stratégique. Sauf que peut-être les Européens ne voient pas la chose de la sorte puisqu'ils ne voient pas en la Chine un partenaire potentiel malgré les différents investissements chinois en Europe, mais voient l'industrie chinoise comme une véritable menace pour l'industrie automobile européenne. Ils sont en train de construire leur capacité productive de batterie avec qui? Avec quel capital? Regardez leur Gigafactory. Et ils sont en train, comme je vous l'ai dit, leur plus gros Gigafactory qui est dans un pays d'Europe de l'Est, ils ont mis 7 milliards d'euros de subventions pour la construire. Et elle n'est pas encore construite. C'est quand même incroyable. Et donc, ils sont en train de construire leurs capacités productives qui seront beaucoup moins compétitives que les nôtres, parce qu'ils ne sont pas intégrés jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont pas la matière première, parce qu'ils n'ont pas ce coût de l'énergie renouvelable que nous avons, parce que ils sont en train de construire leur capacité productive avec du capital 100% chinois et qui est subventionné à des hauteurs que nous ne pouvons pas nous permettre. Vous imaginez le Maroc donner 70 milliards de dirhams de subventions pour une seule usine? On peut difficilement l'imaginer. C'est un peu difficile. Et pourtant, on a peur de nous. Comment vous expliquez cette peur? Est-ce que le Maroc, c'est le titre justement de cette entreprise, est victime de son succès? Oui, oui, je pense que on est en train de faire des choses. La vision de Sa Majesté est en train de se mettre en place de manière intéressante. On commence à gagner et à être visible. On gagne des marchés, on gagne des investissements qui ne sont pas d'ailleurs chinois dans leur majorité. La plupart des investissements et des gros développements que nous faisons viennent de tous les pays du monde. Et on en est fiers, et notamment des investisseurs marocains. On commence à atteindre un certain niveau de maturité, on commence à atteindre un certain niveau de technicité, on a une attractivité qui est intéressante, une compétitivité qui est extrêmement intéressante. On a des talents qui sont en train de briller dans tous les domaines, y compris dans l'ingénierie, mais aussi nos étudiants qui vont passer des concours. Donc, on a des talents qui brillent aussi dans le domaine sportif. Le Maroc est en train de prendre sa place à la table. Le Maroc n'est plus au menu, et puis ça peut déplaire à certains. Dernière question pour conclure, cette affaire qui oppose, ou ce bras de fer entre Bruxelles et Pékin dans laquelle le Maroc est mêlé, est-ce que vous diriez selon vous que c'est on suivra l'évolution législative du texte de loi en question, mais est-ce que c'est un enjeu vital pour notre industrie? C'est une préoccupation importante qui, si jamais elle évolue dans un sens ou dans un autre, pourra nous amener à prendre des décisions importantes pour l'avenir de notre industrie. Donc c'est quelque chose qu'on surveille comme le lait sur le feu, en regardant est-ce qu'on doit baisser la température ou l'augmenter pour pouvoir continuer sur notre trajectoire. Notre trajectoire est une trajectoire importante, avec une dynamique extrêmement importante. Elle a été construite dans un esprit d'intégration et de collaboration avec notre partenaire qui est l'Europe. Si jamais il y a des réglages à faire, le Maroc est un pays agile qui sait très bien faire ces réglages. J'essaie de lire entre les lignes, de comprendre ce que vous dites. Quand vous parlez de réglages. Si aujourd'hui on nous restreint un certain marché, on ira en chercher d'autres.
Il y a une logique de bloc industriel aujourd'hui dans la filière automobile mondiale. Oui, bien évidemment. Est-ce que le Maroc accepte ou refuse cette logique de bloc industriel? Évidemment, on est sur des blocs industriels. Nous, on est sur une capacité productive qui est complètement intégrée avec l'Espagne, avec la France, avec l'Italie, avec l'Allemagne. On est un même espace de production. Et le just-in-time qui se passe dans les usines, qu'elles soient allemandes ou qu'elles soient marocaines, tiennent compte de cette capacité de travailler ensemble et sont construites sur cette base. Très bien. Bon, écoutez, nous allons conclure là-dessus. Merci en tout cas beaucoup, Monsieur le Ministre, d'être passé dans le studio de 12-13 de Média 24, d'avoir apporté ces éclaircissements sur une question qui est centrale aujourd'hui pour l'industrie automobile marocaine. Et on suivra avec beaucoup d'intérêt l'évolution de cette affaire. Et on sera ravis de vous accueillir à nouveau pour en reparler. Merci à vous quand vous voulez. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le 12-13 de Média 24 se poursuit dans quelques instants, juste après cette petite pause. À tout de suite. Eid al-Adha est désormais derrière nous, mais une semaine après la fête, plusieurs questions restent en suspens, car derrière cette édition 2026, il y a effectivement pas mal de questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Et cette édition 2026 de Eid al-Adha restera probablement comme l'une des plus controversées. Pendant plusieurs semaines, plusieurs mois même, le discours officiel se voulait rassurant sur l'abondance de l'offre et l'accessibilité des prix. Près de 40 millions de têtes de cheptel recensées au niveau national, dont 8 à 9 millions destinés à l'abattage pour une demande estimée à moins de 7 millions. Les conditions étaient donc en principe réunies pour une fête réussie, mais sur le terrain, le constat a été tout autre. Des pénuries constatées dans certaines villes, des agneaux, non pas des moutons, mais des agneaux de quelques mois à peine négociés entre 3 000 et 4 000 dirhams, quand les moutons adultes dépassaient facilement les 5 000 dirhams. C'est à se demander où se trouvent les fameux moutons à 2 000 dirhams évoqués par le ministre de tutelle quelques jours auparavant au Parlement. Alors que s'est-il réellement passé? Est-ce un problème d'offre, d'approvisionnement ou d'organisation des marchés, ou est-ce le cancer des intermédiaires, Fraqchia et autres Chennaqa, qui continuent de gangréner ce pays dans tous les secteurs? Et puis enfin, cette question, quel avenir pour une filière ovine qui peine à se remettre de plusieurs années de sécheresse? C'est le débat du jour et on en parle maintenant. Et pour en parler, je suis ravi d'accueillir dans le studio du 12-13 de Média 24 mes deux invités qui vont m'accompagner aujourd'hui. C'est Saïd Chatibi à ma gauche, directeur général de l'ANOC, l'ANOC qui est l'Association nationale ovine et caprine. Bonjour, Omar Hababik Maana dans le 12-13 de Média 24. C'est Saïd. Bonjour Saadil et merci pour votre aimable invitation. Vous êtes en quelque sorte aujourd'hui le porte-parole d'El Kseba, qui était sous les feux des projecteurs ces derniers jours. Nous allons avoir justement votre point de vue par rapport à cette situation que nous avons vécue cette année. Et puis c'est Tahar Asrairi à ma droite, enseignant-chercheur à l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan de Rabat. Bonjour c'est Tahar, on va dans le 12-13 de Média 24. Merci Saadil pour l'invitation, c'est un plaisir d'être. Plaisir partagé. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais que l'on se mette d'accord d'abord sur les chiffres, parce que pour qu'on puisse avoir une discussion structurée, cohérente et qui correspond à la réalité, il faut partir de la data et de la statistique dont nous disposons. J'en ai évoqué quelques-uns en préambule de cette discussion. Les chiffres officiels qui nous ont été présentés avant Eid al-Adha 2026, c'est un cheptel national estimé à 40 millions de têtes, dont 8 à 9 millions de têtes destinées à l'abattage, quand l'offre, elle, est estimée, d'ailleurs c'est un chiffre qui revient quasiment le même chaque année, entre 6 et 7 millions de têtes pour la demande. Je me tourne vers le représentant des éleveurs que vous êtes, c'est Saïd Chatibi. Est-ce que ces chiffres correspondent d'abord à la réalité ? Bien, c'est vrai que on était tous un petit peu, on va dire, optimistes à la veille, quelques semaines avant Eid al-Adha, par rapport aux statistiques qu'on avait, statistiques officielles, notamment parce que je crois que ces chiffres ont été essentiellement basés sur le recensement effectué par les pouvoirs publics durant l'année 2025.
qui était un recensement sous le tutelle du ministère de l'Intérieur et qui était une véritable inventaire. C'était différent de tout, on va dire, des recensements qui ont précédé avant, et qui a donné un chiffre de 30 600 000 têtes pour les petits ruminants, les ovins et les caprins. Ça a donc donné une rassurance pour nous en tant que professionnels, pour le citoyen marocain, sur l'état du cheptel, qu'on a estimé qu'il a été reconstitué assez rapidement. Bien sûr, il y avait un certain nombre de mesures exceptionnelles prises par l'État marocain, des décisions qu'on a eues en 2025. On a parlé de la suspension des rituels des sacrifices, de l'interdiction de l'abattage des femelles. Tout ça, je crois, ça a accéléré un petit peu cette reconstitution du cheptel productif national. Donc, à partir de là, il y a eu, je crois, toutes ces estimations qui sont venues après, parce qu'on a dit en août 2025, on avait 30 600 000. Et on a les naissances qui ont démarré à partir de octobre, novembre, décembre. La nouvelle campagne de naissance, janvier, février, mars. Donc, on a estimé qu'on peut avoir au moins 10 millions de naissances. Donc, ça fera un petit peu ce total de Donc, les 40 millions, c'est une sorte de projection par rapport aux chiffres... à partir du recensement des 30 millions. Et sur le cheptel destiné à l'abattage, donc les 8 à 9 millions de têtes, est-ce que ça correspond là aussi à la réalité? Même si ce chiffre-là reste, on va dire, raisonnable à partir du moment où dans le recensement, on avait, dans les 30 600 000, on avait 21 millions de femelles, donc la grande majorité, 71%, et on avait à peu près 8 900 000 exactement de mâles. Si on enlève, on va dire 1 million, on va dire qui seront utilisés comme géniteurs, comme reproducteurs, il va y rester une offre de mâles de 8 millions à peu près. On va ajouter une partie des naissances qui sont venues, les naissances, on va dire, bécriines, précoces, dès octobre, qui peuvent être destinées à l'abattage. On peut ajouter 1 million, ça fera une offre de 8 à 9 millions. Ça reste, on va dire, dans ce sens. Je crois là où on avait probablement des choses qui ont été soit sous-estimées, soit c'est au niveau de ce qui a été consommé, notamment par les mâles. Il faut pas oublier que depuis février 2025 jusqu'à peu près novembre, les femelles n'étaient pas abattues. Donc, ce qui était abattu dans la boucherie, c'est les mâles. Donc, ce sont des animaux, généralement, qui étaient destinés à l'Aïd al-Adha, mais qui ont été quelque part amenés à être abattus dans la boucherie. Parce qu'on n'avait pas la femelle était interdite d'abattage de février à octobre. Et ensuite, même lorsqu'on a levé l'interdiction de l'abattage en octobre 2025, les éleveurs attendaient la subvention de l'État, la deuxième tranche, qui était conditionnée par le passage d'avril 2026. Donc, carrément, on a passé 12 à 14 mois sans abattage de femelles, qui généralement alimentait à 80% l'abattage de petits ruminants au niveau de la boucherie. Et du coup, il a été remplacé par l'abattage des mâles. Donc, depuis 12 à 14 mois. Donc, ce qui a fait réduire un petit peu l'offre destinée à l'abattage. Qui ne serait donc pas, si je suis votre raisonnement, de 8 à 9 millions, mais d'un peu moins, étant donné que un certain nombre de bêtes destinées à l'abattage ont été abattues avant Eid al-Adha. Voilà, consommées au niveau de la boucherie. Très bien. Même question, Tahar Stari, sur les chiffres dont nous disposons. Est-ce qu'il y a matière à discussion ou est-ce qu'il faut les prendre pour ce qu'ils sont? Moi, je voudrais tout d'abord revenir sur ce qu'a dit mon collègue Sichatebe. Je pense qu'il a totalement raison. On part du premier chiffre que nous avions qui était crédible. C'est le recensement, donc, de l'été 2025, suite à la crise, donc, de l'année 2025 et qui a amené, donc, la décision royale de suspendre les abattages lors du rituel de l'Aïd. Et donc, les chiffres que nous avons eus en été 2025, à la fin du mois d'août, nous ont un peu surpris. Parce qu'on parlait de la décapitalisation importante du cheptel national, toute espèce confondue. Or, les chiffres que nous avons eus pour l'élevage ovin, et même les caprins, étaient relativement conformes à ce qu'on savait. À peu près 21, 22 millions d'ovins, 6 à 7 millions de caprins. C'est les chiffres qu'on enseigne classiquement, ou que moi j'enseigne dans mes cours classiquement.
Par contre, là où il y a eu une vraie décapitalisation, c'est les bovins, suite à 7 années de sécheresse. Et là, il est important, et c'est un argument que je rajoute à ce qu'a dit mon cher ami Sisha TV, c'est que quand vous avez le tiers des bovins qui disparaissent, et je rappelle aussi que ces chiffres sont comparés par rapport à une base qu'on suppose de 2016, parce que nous n'avons pas de recensement systématique annuel. Et ça, c'est aussi une des défaillances peut-être du système. On n'a que des estimations. Et donc, par rapport à 2016, je peux dire que les chiffres de 2025, août 2025, c'était une relative stabilité des effectifs ovins et caprins, mais par contre, 30% des bovins perdus. Et c'est là où il y a un vrai problème. Parce que les bovins, c'est vrai qu'en termes d'effectifs, ce n'est que 2 millions ou 3 millions, mais en termes de poids, ce que nous on appelle dans le jargon les unités gros bétail, c'est-à-dire le poids, un bovin, bien sûr, c'est pas un ovin. C'est 10 fois plus. Et donc, la contribution à la boucherie, c'est pour revenir sur l'argument qu'a utilisé Sisha TV. Donc, ça veut dire que, en termes de production de viande rouge, les bovins étaient moins performants depuis longtemps. Ça nous a d'ailleurs amené les importations de viande rouge, la fameuse viande de zébu dont on a commencé à entendre parler alors qu'on ne connaissait pas ces choses-là. Et, comme l'a dit Sisha TV, une pression sur les petits ruminants pour ne plus être juste de la viande festive pour l'Aïd. C'est-à-dire qu'il y a des ovins qui ont dû être sacrifiés de manière régulière depuis les résultats du recensement, c'est-à-dire 2025, août 2025, jusqu'à l'Aïd 2026. On a abattu des ovins, et notamment des mâles, parce que les femelles, elles étaient relativement protégées parce qu'il y avait une subvention pour les garder, et donc une pression plus accrue sur l'abattage des mâles qui, bien sûr, contribue à l'offre pour l'Aïd. Et donc ça peut un peu expliquer que dans nos modèles, parce que tout ça, ce ne sont que des projections à partir de modèles, on a peut-être oublié cet effet-là, plus aussi, comme l'a dit Sisha TV, ce sont des paramètres démographiques, c'est-à-dire qu'on est parti en disant on a à peu près une vingtaine de millions de femelles caprines et ovines, et donc on peut supposer que si elles mettent toutes bas, moitié-moitié femelles et moitié mâles, on va avoir 8 à 9 millions, mais là encore, ce ne sont que des modèles. Et il peut y avoir des erreurs. Vous pouvez avoir de la mortalité. Moi, je peux vous dire que dans certaines zones où je travaille, les pluies intenses de l'automne et surtout de l'hiver 2025-2026 ont impacté l'activité de l'élevage. Ont impacté l'activité et parfois ont induit des mortalités. Parce que vous êtes dans des systèmes, surtout dans les systèmes pastoraux peu capitalisés, ça, plus de froid, plus de pluie, ça veut dire plus d'effets. C'est la raison pour laquelle je voulais commencer par cette discussion sur les chiffres, parce que si on prend les chiffres officiels tels qu'ils nous ont été présentés, qu'on essaie de comprendre ce qui s'est passé pendant cette édition 2026 de Eid al-Adha, on a du mal à comprendre, parce que si effectivement l'offre est abondante et estimée à entre 8 à 9 millions de têtes pour une demande qui ne dépasse pas les 7 millions, on est en mesure de se dire que tout devrait bien se passer. L'offre couvre largement la demande. Or, ce n'est pas ce qui s'est passé cette année. Nous avons constaté dans plusieurs villes, pas toutes les villes, pas toutes les zones au niveau national, ça il faut le préciser, mais dans certaines villes, on a constaté des pénuries de moutons et de bêtes destinées à l'abattage, notamment à Casablanca. Nos équipes et nos journalistes ont constaté la veille de l'Eid certaines zones de vente qui étaient quasiment vides. Il n'y avait pas de moutons destinés à l'abattage. Et je me tourne vers vous pour essayer de comprendre ce qui s'est passé de votre point de vue. Qu'est-ce que vous dites, vous, au niveau de l'ANOC, sur cette situation de pénurie constatée dans certaines zones? Oui, effectivement, on a commencé à expliquer en fait une partie de ce phénomène, comme j'ai dit au départ, qui nous a surpris un peu tout le monde. Même nous, on était rassurants, on disait qu'on a suffisamment d'offres cette année. Mais c'est vrai qu'avec un peu de recul, on constate un certain nombre de phénomènes qui peuvent expliquer ça, mais on peut pas l'expliquer par un seul facteur, mais plusieurs facteurs à la fois. On a parlé de l'offre, de l'estimation de l'offre, de la dynamique de l'abattage et de remplacement entre les mâles et les femelles, et surtout aussi de la demande, parce que je crois que même la demande, elle a évolué au Maroc. Moi, j'ai consulté les chiffres au commissariat des plantes. Donc, on a des ACP, on a 9 270 000, à peu près 9 millions 3 de foyers marocains, de ménages. Donc, je crois que la demande, maintenant, il est
largement supérieur à 6-7 millions, qu'on avait vu cette évolution démographique. Parce que 9 millions 200 000, même si on suppose qu'il y a une partie de la population qui toujours ne fait pas le sacrifice de 9, 8, généralement le chiffre qui est avancé, on va dire même 10%, ça fera 1 million en moins, mais ça veut dire qu'on a une demande maintenant d'à peu près 8 millions. Donc, et ça a été d'ailleurs constaté, nous on l'a constaté au niveau dès le démarrage de la campagne de vente des animaux destinés à Eid al-Adha, on a constaté une forte demande. 3 semaines avant l'Eid, les gens ils cherchaient, couraient. Moi, j'avais même des membres de la famille à qui je disais patientez, ne se précipitez pas, patientez, etc. Pourquoi? Mais on avait je crois aussi c'est un peu psychologique, c'est lié aussi au fait qu'il n'y a pas eu le sacrifice peut-être l'année prochaine, l'année dernière. Oui, ça explique. On a senti une précipitation. Donc, les gens, ils ont commencé à acheter. Et au fur et à mesure, il y a les souks hebdomadaires que nous suivait, comme le souk de Azro, Agelmous, Ain Nimtrat, etc. C'est des souks où on voyait des quantités énormes d'offres qui viennent, mais à midi, il n'y a plus rien. Donc, il y avait vraiment une demande C'est très très forte. intéressant ce que vous dites parce que ça explique peut-être ce qui s'est passé cette année. Si effectivement la demande n'est pas de 6 à 7 millions, mais qu'elle est beaucoup plus importante, c'est-à-dire située, ce que vous dites, entre 8 et 9 millions. Et si d'un autre côté aussi, je reviens à ce que vous disiez au début, que l'offre disponible cette année n'était pas de 8 à 9 millions de têtes, mais d'un peu moins sans doute, ça explique effectivement les pénuries constatées cette année. Là, pour le coup, il y a une logique qui se tient. Sur les mâles, même la grande distribution, lorsqu'ils ont commencé, il y avait les achats, il y avait la rahbat, ils étaient pleins d'animaux. La plupart des stocks temporaires faits spécialement pour Eid al-Adha, ils étaient pleins, mais il y avait, on constatait les achats, les ateliers d'engraissement. Moi, ça m'est arrivé de chercher dans des ateliers d'engraissement, de contacter 7 jours avant Eid al-Adha, ils avaient déjà tout vendu, sachant que c'est des grands ateliers proches des grandes villes, de Rabat, de Casa, etc. L'atelier, il a 1400 têtes et il vous dit, il a tout vendu. Il est toujours là parce que les gens attendent la veille de l'Eid pour venir les chercher, mais ils sont tous vendus. Donc, on a constaté, vraiment, ça confirme cette forte demande sur les animaux d'Eid al-Adha qui probablement aussi contribue à cette pénurie qu'on a vécue à la fin, dans vraiment les 2 derniers jours avant l'Eid, mais vraiment dans certaines zones, il y avait aussi une question de redistribution de l'offre et de la demande. On va probablement y revenir, mais qui a fait que parfois on avait une offre encore disponible dans les zones de production, mais on avait des pénuries dans quelques villes, dans quelques zones. Ça nous amène au circuit de commercialisation. Que nous allons aborder. On a essayé d'intervenir pour rééquilibrer cette redistribution, mais ça aussi c'est un élément à prendre en compte. Parfois il y a l'offre, mais il n'est pas suffisamment bien distribué au niveau national pour couvrir la demande qu'il y a par ailleurs. Très bien. J'aimerais avoir l'avis de Seta Rassaé sur cette question. Est-ce qu'effectivement c'est un problème purement mathématique, contrairement à ce qu'on a pu penser avant Eid al-Adha, l'offre ne couvrait pas la demande tout simplement? Je voudrais peut-être revenir au-delà de ça. Déjà, bien expliquer que l'Eid al-Adha au Maroc, c'est l'Eid al-Kibir. C'est-à-dire qu'à la différence de beaucoup de pays, musulmans bien sûr, je pense qu'il y a peut-être 2 pays maghrébins, Maroc et Algérie, où c'est une fête où le sacrifice était historiquement quasi obligatoire. Parce que nous sommes des pays d'élevage pastoral bovin. Et quand vous allez plus à l'est, dès que vous dépassez la Tunisie, c'est des pays qui n'ont pas ces effectifs par rapport aux populations. Et donc, l'obligation de sacrifice par ménage n'existe quasiment pas. Vous allez en Égypte, il y a moins d'une dizaine de millions d'ovins, ils sont 105 millions d'habitants, on ne pense plus à abattre de manière systématique un mouton par ménage. Et donc c'est la spécificité c'est une spécificité marocaine et je dirais maghrébine, Maroc-Algérie. Oui. Donc ça fait aussi partie de notre fondement, je dirais même notre ADN. Autre chose, rappelez que l'espèce ovine est ubiquiste au Maroc, on la trouve à peu près partout.
et avec des races, et c'est très important parce que ça va nous amener à la question des territoires et de la distribution régionale. Nous avons des races régionales et généralement, les personnes s'identifient à leur race de leur berceau d'origine. Casablanca, c'est la Sardi parce que c'est Chaouia et les zones environnantes. Si Saïd a parlé du Moyen Atlas, les races type Mahdaït, etc., qui sont très prisées, bien sûr, dans leur berceau de race, mais aussi dans certaines villes, notamment du Nord, parce qu'il a bien expliqué, c'est les ovins de Azro qui partent jusqu'à Tanger, etc., et on y peut y revenir par la suite. Vous avez les oasis qui ont leur ovin qui s'appelle la Dman. On peut rester sur ces choses-là, mais c'est important d'expliquer parce que ça veut dire aussi les gens sont très attachés à l'identité et à leur ovin d'origine, celui qu'ils ont vu quand ils sont nés avec leurs parents, leurs grands-parents, etc. Donc il y a ça. Il y a, comme ça a été dit, la question de la demande. C'est vrai qu'on peut maîtriser relativement, moyennant quelques ajustements sur les modèles, l'offre. Surtout après ce qui s'est passé, les aides étatiques conséquentes. Parce que je pense qu'in fine, si on est aujourd'hui autour de ce plateau, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a des questions légitimes par rapport où sont allés les deniers publics. On a mis beaucoup d'argent sur la table et le citoyen se plaint que la bête sacrificielle est hors de portée. En fait, je pense, c'est pour ça qu'on est aujourd'hui ici. Absolument. Et donc, s'il y a des questions à se poser, c'est bien entendu par rapport à la demande. Moi, je rejoins en grande partie ce qu'a dit Saïd. On n'a pas vraiment de visibilité absolue sur la demande. On a chaque année un chiffre. Est-ce que vous estimez, comme l'a suggéré Saïd Chatebi, que l'offre a évolué, mais positivement, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus d'offres aujourd'hui, elle a augmenté par rapport aux années précédentes? Je pense qu'avec les aides étatiques, il y a eu... La demande, oui. Il y a eu effectivement un effort pour essayer de garantir que l'Aïd se tienne cette année. Et là, on peut remercier le ciel d'avoir eu les pluies, parce que ça aussi, il faut qu'on en parle. On parle surtout de la démographie, mais on oublie l'essentiel. C'est la structure du coût de production. Et je pense qu'on va y arriver, parce que c'est fondamental. Et d'un autre côté, vous avez la demande. La demande, on a les chiffres du HCP, on a le nombre de ménages, mais combien de ménages procèdent à l'abattage? Parfois, vous avez des ménages qui procèdent à 2 abattages. Et vous disent, moi, dans mes traditions, nous procédons à un abattage la veille de l'Aïd, c'est-à-dire le jour d'Arafat, et le lendemain, on procède à un 2e abattage. Il y a des gens qui pratiquent ce genre de choses. On va pas rentrer dans les détails, mais ça existe et ça peut aussi expliquer l'augmentation de la demande. C'est-à-dire peut-être c'est un ménage ne correspond pas obligatoirement à une seule bête sacrificielle. Est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui statistiques de quantifier cette demande? Parce que il y a cette explication qui consiste à dire effectivement que la demande a augmenté ces dernières années. Mais quand vous parlez à des gens dans leur entourage proche, ils vous disent, moi je constate au contraire que il y a de moins en moins de gens, de ménages qui pratiquent le sacrifice, le rituel du sacrifice. Donc c'est très relatif. Est-ce qu'on a des éléments statistiques, mathématiques, scientifiques qui nous permettent peut-être de quantifier cette demande? Est-ce qu'elle a évolué positivement, négativement? On en revient à la question de la statistique au oui, final. Exactement. Là, pour l'instant, que je sache, on n'a pas vraiment les données fiables et actualisées. On a des tendances, comme vous l'avez dit tout à l'heure, chacun autour de son entourage, sa famille, ses proches, qui a procédé à l'abattage, qui n'a pas procédé, qui vit dans des conditions qui ne lui permettent plus de procéder, parce que quand vous êtes dans un appartement en ville et que vous n'avez peut-être pas l'espace nécessaire, mais on sait aussi, et on l'a vu, beaucoup de Marocains quittent les villes et reviennent à leur berceau d'origine, leur village d'origine, pour se regrouper en famille. Vous savez très bien qu'avec l'Aïd al-Kbir, il y a beaucoup de secteurs d'activité qui cessent toutes leurs activités une semaine avant l'Aïd et peut-être parfois 2 semaines après l'Aïd. Je prends notamment le secteur du bâtiment. On sait aujourd'hui que la majorité des chantiers sont à l'arrêt. Les gens sont encore en train de consommer leurs moutons, en train de fêter l'Aïd comme il se doit en famille. Mais on n'a pas les chiffres exacts. Et bien sûr, c'est peut-être quelque chose peut-être qu'il y a un indicateur que les éleveurs ont qui permettent effectivement pour eux de jauger le niveau de la demande, c'est est-ce que les bêtes partent rapidement ou pas. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Dans certaines zones, vous avez des arrivages de moutons qui sont repartis qui ont été vendus au bout de quelques minutes. Rapidement. Et on a c'est des phénomènes nouvelles. Hein. Avant, on avait toujours, même chez les éleveurs de l'âne qui font un troupeau de l'engraissement, on appelle quand il y a parfois une demande, un collègue qui vous appelle, vous dit est-ce que vous pouvez m'indiquer là où je peux acheter? On avait toujours de l'offre, même vers les 3 derniers jours avant de l'Aïd, on avait. Mais là, je dis, cette année, on a constaté assez tôt que
il y avait une demande très forte des Nestlé au départ. Il y a une partie des éleveurs qui vendaient aux revendeurs. Ouais. Les revendeurs, la fonction des normes, il a évoqué le professeur Serré, c'est de ramener des animaux des zones de production vers les zones de consommation. Mais nous, ce qu'on avait constaté, c'est que même les gens, ce qu'on appelle les consommateurs finaux, ils sont rentrés à relativement tôt, ils ont acheté. Et ça a commencé progressivement. On avait toujours on disait que toujours il y a encore de l'offre qui va sortir progressivement au fur et à mesure, parce que les souks hebdomadaires étaient les grands souks des zones de production, c'était à chaque fois c'était plein. De ce qui montrait vraiment cette offre, parce que je crois l'offre était quand même là, malgré ce qu'on peut dire sur les paramètres démographiques, il y avait quand même une offre importante. Il y avait est-ce qu'elle était suffisante? Importante, elle l'était, mais est-ce qu'elle était suffisante? Suffisante, et elle l'était, mais parce que on va dire, vous avez même vous dit, c'est dans la grande partie du territoire national, il y avait suffisamment on avait quelques pénuries vers la fin de l'Eid dans quelques zones, qui a fait une augmentation aussi des prix vers la fin de l'Eid. Mais je crois que globalement, on avait une offre suffisante. Mais d'habitude, pour passer Eid al-Adha tranquillement, il faut que l'offre dépasse la demande d'au moins 10 à 15%. Ça veut dire si on a une demande de 8 millions, il nous faut 10 millions. Pour que les prix soient stables. D'abord pour que la redistribution puisse couvrir l'ensemble des territoires, même si on a des zones de forte consommation, pour qu'on puisse leur ramener suffisamment d'offres et garder aussi là où ils peuvent les consommer. Donc, pour la répartition nationale, il faut cet excédent. Et pour que la pression sur le prix ne soit pas forte, et pour que le prix reste raisonnable. Si on part sur les statistiques officielles, on commence à être juste. Oui, mais justement, c'est ça le problème de la statistique. Commence à augmenter. Ouais. Si on part sur les statistiques officielles, cette marge, on l'a, avec une offre de 8 à 9 millions et une demande à moins de 7 millions. Vous avez cette marge qui permet effectivement de redistribuer les moutons et les bêtes sur l'ensemble du territoire avec des niveaux de prix relativement corrects. Sauf que les statistiques de départ peut-être ne correspondent pas à la réalité, ce qui explique la situation que nous avons vécue. J'aimerais maintenant qu'on parle du prix, parce que ce qui a cristallisé les débats, c'est les prix. On a pris le temps de bien planter le décor, on a pris 26 minutes pour planter le décor et expliquer de quoi l'on parle. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je me tourne vers le directeur général de la NOC que vous êtes. Pendant cette fête de Eid al-Adha 2026, quel a été le budget moyen pour un ménage marocain pour l'achat de la bête destinée à l'abattage? Est-ce que vous avez des éléments chiffrés aujourd'hui pour moi, en tant que professionnel, et je crois le professeur Sari l'a évoqué au début, on peut parler beaucoup mieux sur l'offre et sur les producteurs, un peu moins sur le consommateur et sur, on va dire, le pouvoir d'achat. Mais ce qu'on peut dire, c'est d'estimer le coût de production. Par exemple. Là, ça, on va y venir pour expliquer peut-être pourquoi les prix ont augmenté. Mais moi, la question que j'ai envie de faire, le chiffre que je veux avoir d'abord, c'est tout simplement, pour le dire clairement. Une moyenne. Les prix de vente, une médiane. On va dire, oui. Une médiane, je crois qu'on a actuellement un constat au Maroc. Ça fait, je crois, quelques années, ça devient même quasiment une règle, c'est les prix affichés au niveau de la grande distribution, qui devenait en quelque sorte une sorte de référentiel pour les autres acteurs de la filière, qui parfois il y a des engraisseurs qui lorsque le consommateur vient acheter un animal, il lui dit réserve l'animal que tu veux, prends le numéro, le prix je te le dis après l'affichage de la grande distribution, et moi je vous enlève 5 dirhams par exemple du prix qui sera affiché aux 3 dirhams, etc. Donc c'est devenu quasiment un référentiel maintenant, la grande distribution. D'ailleurs c'est un élément que l'État marocain peut exploiter
pour mieux maîtriser les prix dans les années à venir. Mais en tout cas, les prix qui étaient affichés cette année, c'est 78 dirhams le kilogramme pour Sadé, plus de 60 kilogrammes. Moins de 60 kilogrammes, c'est 82. D'ailleurs, c'est un phénomène aussi nouvel cette année. Hein. La première fois qu'on a deux prix. Le prix pour les animaux on va dire lourds et le prix pour les animaux légers. La race, on va dire, Timhadit, communément appelée le Belgi, c'était 75 dirhams le kilogramme. Et le maigre, c'est comme ça, des 80. Très bien. Donc le maigre était très cher. Partant de ces chiffres, de ces chiffres de base, la bête à 2000 dirhams évoquée notamment par le ministre de tutelle, Makinesh. Si on part sur ces niveaux de prix. Bien sûr. Si on parle de sacrifice, oui, le sacrifice, c'est vous avez plusieurs catégories d'animaux qui peuvent rentrer dans le sacrifice. Vous avez d'abord les mâles et les femelles, c'est pas les mêmes prix. Vous avez les poids, les animaux lourds, les animaux légers. Vous avez les espèces. Le caprin, c'est pas l'ovin. Un caprin, tu peux trouver un caprin à 2000 dirhams pour le sacrifice. Yani ayant les exigences minimales pour le sacrifice, le poids, l'âge, etc. Donc, lorsqu'on évoque de sacrifice, ces prix existent. Moi, je peux vous donner. Je ne doute pas que ça existe, mais le problème, c'est que c'est comme les poissons volants. Les poissons volants, ça existe, mais c'est pas la majorité de l'espèce marine. Le problème, c'est que quand on a fait des petites balades dans les différentes souks, notamment à Casablanca, on a fait des tours au niveau des Rahabi de Casablanca, des bêtes destinées à l'abattage à 2000-3000 dirhams, ça n'existe pas. Les bêtes se vendent à partir de 3005 à 4000 dirhams pendant les quelques jours qui ont précédé Eid al-Adha. Et c'est ce qu'ont vécu la majorité des ménages qui avaient un budget de départ estimé à 2000-2500 dirhams, ce qui était il y a quelques années largement suffisant pour acheter une bête destinée à l'abattage, mais qui n'était pas possible aujourd'hui. Alors sur cette question des prix, j'aimerais avoir l'avis aussi de Sepahar Israël. Est-ce que ça peut s'expliquer par différentes oui, bien sûr. Causes, différents facteurs qui sont clairs. Je vous ai dit, avant de venir sur ce plateau, je lisais le commentaire d'une personne qui a fait une analyse des prix sur les 20 dernières années. Et il disait que un mouton qui présente les caractéristiques adaptées au sacrifice, c'est-à-dire à peu près une année. C'est pour ça qu'on dit haouli, c'est des années sana, avec les cornes bien apparentes, qui n'a pas de tare, etc. Oui. Coûtait l'équivalent de 0,7 à 0,8 SMIG dans les années 80. Ce qui nous amenait à un prix d'à peu près 1000 dirhams à l'époque. Ouais. Et aujourd'hui, il est, oui. C'est vrai que je reviens à 40 années en arrière. Non, rien pour que les gens voient que c'est un phénomène structurel et tendanciel. Il y a une tendance lourde. On était à 0,8 SMIC dans les années 80. Aujourd'hui, on est à peu près 1,5 SMIC. Ce qui nous ramène à un prix médian. Je n'utiliserai pas moyen parce qu'on n'a pas les chiffres, mais médian. Pour moi, le prix médian était aux alentours de 4000 dirhams. J'ai vu d'ailleurs les grandes surfaces. Je suis amusé à faire un tour en tant que citoyen, en tant qu'agronome zootechnicien. Bien sûr, cette question m'intéresse beaucoup. J'ai fait un tour dans les grandes surfaces. C'était quoi les prix que vous avez vus? C'est ce que je viens de vous dire. On est à 4000 pour un animal, je dirais, très moyen, entre guillemets, normal. Accepté. 4000, ça nous ramène à un prix d'à peu près, un poids d'à peu près 50 kilos vif. Ce qui veut dire 25 kilos de carcasse. Parce que le vif, vous enlevez la laine, vous enlevez... Donc on parle de carcasse. Ce qui reste dans votre réfrigérateur à la fin des festivités, si j'ose dire, après avoir consommé les abats, les tripes, etc., votre carcasse, ça sera 25 kilos. Et ça, c'est 4000 dirhams. Donc si vous faites les calculs, attendez, il faut rajouter, puisqu'on parle de prix, parmi les évolutions de la société. Auparavant, on en discutait tout à l'heure avant d'entrer sur le plateau, les abattages se faisaient surtout dans le monde rural, parce que le Maroc était un pays foncièrement rural. Aujourd'hui, la structure a totalement changé. Les 2/3 de la population, selon les derniers résultats du recensement, là, au moins les 3/5 sont en ville. Donc beaucoup de gens ne savent plus procéder à l'abattage et ne savent plus procéder
on va dire, à la préparation de la carcasse. Donc, il faut rajouter oui, il faut rajouter toutes les charges qu'il y a derrière. C'est pas gratuit. Vous rajoutez facilement 250 à 300 dirhams par bête entre le vivant et la carcasse dans votre réfrigérateur. Donc, in fine, tout ça nous amène à un prix du dirham, du kilogramme de viande à la fin des festivités facilement qui tourne aux alentours de 170 dirhams le kilo, facilement. Ce qui nous ramène d'ailleurs donc les prix qui étaient affichés par les boucheries juste avant l'Eid. Mais comme on le dit en français, quand on fait la fête, on regarde pas la dépense. Les gens font la fête, on paye ces prix-là. Oui, sauf que certains ménages sont obligés de regarder les prix. Je suis totalement d'accord, et malheureusement, ça a amené certains à se tourner vers des bêtes qui ne sont pas conformes à 100% au canon de l'abattage, canon religieux de l'abattage. On a vu apparaître la question de l'abattage de jeunes femelles, après qu'elles aient bénéficié les subventions qui étaient prévues par les aides publiques, on va dire. On a vu l'abattage d'animaux qui avaient des tares. Parce que certains ménages n'arrivent pas à acheter la bête. Et certains ménages se sont privés tout simplement du rituel. Effectivement, on en arrive à ce que certains ménages se privent du rituel parce que, je reviens avec le rapport SMIC prix de la bête sacrificielle. Quand c'était moins d'un SMIC, on faisait l'effort, on se serrait la ceinture. Maintenant, on est presque, je vous ai dit, 1,5 SMIC. Oui. Certains ménages... Alors ça, effectivement, on peut l'entendre. En fait, quand on parle de cette question des prix, il y a deux prismes. Il y a le prisme du ménage, du consommateur, qui trouve que les prix ont explosé, et à juste titre. Et puis, il y a le prisme de l'éleveur, du KSEB, qui, lui, vient de traverser plusieurs années de sécheresse, une crise structurelle de la filière ovine. Et il faut aussi se mettre de ce point de vue dans le corps de l'éleveur pour essayer peut-être de comprendre les facteurs qui expliquent cette augmentation du prix de vente finale. Alors, est-ce que les coûts de production ont explosé? Si oui, lesquels? Est-ce que vous pouvez nous donner des éléments factuels sur la structure des prix de la filière ovine aujourd'hui au Maroc? Tout à fait. Donc, juste rapidement, avant je complète juste ce qui a été dit par rapport à professeur Saez sur cette question des prix. Oui. Moi, on faisait un suivi au niveau de l'association, de l'ANOC, on faisait un suivi des souks hebdomadaires, notamment des grands souks. Et là, j'ai un résumé. Nos équipes, elles partaient, elles regardaient les prix, etc. On nous faisait un petit résumé de la matinée dans le souk. Je vous donne un exemple de deux souks. Un souk souk l'Adoui, Nado, surtout essentiellement la race Miguel. Les prix variaient on va partir juste sur les extrêmes, de 1500 à 4500 pour les grandes bêtes, sachant que voilà, il y a au milieu, il y a 1700, il y a 3000, il y a 2950, il y a 1300. C'est pour ça je dis après dans le souk de Azro, on avait des prix qui partaient de 1800 à peu près 1900, c'est des femelles, à 3700, c'est des animaux, des moutons, de bonnes moutons de 60 kg à peu près. Donc, vous voyez cette diversité dans l'offre, ça dépend, comme j'ai dit, des catégories d'âge. Ça dépend des zones et ça dépend, mais c'est vrai. Les bêtes à 1900 à 2000 dirhams, on n'en trouvait pas à Casablanca. Oui, voilà. Ça, c'est dans les zones de production. Oui. Voilà. Les frais logistiques. Et après, il y a les logistiques. Ça veut dire qu'un animal qu'on peut trouver à Rabat ou à Casa à 4000, peut-être il est parti à 3000 ou à 2900. Donc les intermédiaires prennent un tiers du prix quasiment du mouton. Ce qui est pas normal d'un côté. De l'autre côté, on a bien mentionné que les intermédiaires, ils ont une fonction dans la chaîne, dans la redistribution, parce que c'est eux qui permettent de ramener les animaux des zones de production et de les redistribuer sur les zones de consommation. Mais si on reste dans des marges, on va dire, moi je suis intermédiaire, je vais acheter à 3000 dirhams, en gros, je vais acheter 100 bêtes à 3000 dirhams, je vais la mettre dans un camion, ça va me coûter des frais de transport, de la main-d'œuvre pour charger, décharger. Quelle doit être la marge de ces intermédiaires? De la main-d'œuvre, etc. Je vais dépenser en moyenne 200 dirhams par tête. Je vais rajouter 300 dirhams pour ma marge. Donc ça me fera 500 dirhams en tout. Si je prends un animal à 3500, je le revends à Tanger. Si je le prends à 3000, je le revends à 3500. Je crois c'est tout à fait raisonnable. C'est une fonction qui fait du bien aussi à la filière. Oui. Mais
Si je le prends à 3000 et je le vends à 4000, 4500, ça, on rentre un petit peu dans l'abus, dans les phénomènes qu'on appelle shnaka. Du coup, tu passes d'un commerçant de bétail qui fait une activité de commerce normale qu'on peut trouver dans tous les secteurs, à quelqu'un qui profite un petit peu de la situation. Est-ce que de votre point de vue, est-ce que de votre point de vue au niveau de l'ANOC et du côté des éleveurs, le vrai problème justement, quand on parle des prix, se situe au niveau de cette structure des intermédiaires qui n'est pas identifiée aujourd'hui entre d'un côté le producteur qui vend à 1800, 1900, 2000 dirhams sa bête et le consommateur qui l'achète à 3500, 4000 dirhams quelques jours plus tard. Exactement. Vous avez mis le doigt vraiment sur un volet important. C'est la structuration et la formulation de cette activité d'intermédiation entre le producteur et le consommateur. C'est vrai que maintenant, les éleveurs, on les connaît, partout national, on a le registre agricole, même les bouchers, les chauvillards, les grands acteurs de la filière, ils sont connus, les bouchers sont connus, ils sont enregistrés quelque part, soit au niveau du ministère de l'industrie et de l'artisanat, soit au niveau de l'intérieur, soit au niveau même de l'agriculture. Les chauvillards, une grande partie des acteurs, oui, ils sont connus. Et il y a c'est vrai qu'il y a ce maillon-là qui reste dans l'informel. Ils sont pas connus ou vous travaillez pas souvent avec les mêmes? Ils sont pas connus officiellement. Oui. Ils travaillent avec les éleveurs, c'est des Marocains, c'est des citoyens marocains. Ils font une activité commerciale. Donc peut-être qu'il faut structurer cette filière aussi de l'intermédiation. Il y a pas un registre pour les intermédiaires qui travaillent dans le bétail. Ils ont pas une carte professionnelle, par exemple. Je crois que c'est des choses sur lesquelles on peut y arriver. Donc les jabres dans la filière ovine, très bien. Bon, avant de donner la parole à ces Tahar, juste une question. Est-ce qu'au niveau de l'ANOC, vous avez, est-ce que vous pouvez nous dire combien il y a d'intermédiaires entre le producteur initial et le consommateur final pendant Eid al-Adha? Est-ce qu'on a ce chiffre-là? Ouf. Est-ce que c'est 1, 2, 3, 4, 5? Ça nous permet de... Combien? Ça, c'est une très bonne question parce que parfois l'animal, il peut transiter par 4 ou 5 intermédiaires avant d'arriver au consommateur. Chacun avec ses frais et avec sa marge bénéficiaire. Et c'est ça qui fait parfois qu'on passe du simple au double dans le prix d'une bétail. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, je donne la parole à Sita, parce que la parole doit circuler, mais est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'un seul intermédiaire, à la limite 2, c'est suffisant pour que la bête soit transportée de chez le producteur vers le consommateur final? C'est largement suffisant parce qu'il y en a un qui va acheter probablement en gros et qui va revendre à quelques-uns qui vont vendre en détail. Mais normalement, déjà, c'est suffisant. Je veux juste revenir sur la question des coûts de production parce qu'on peut pas on va revenir sur les intermédiaires. J'ai fait exprès de rester sur la question des intermédiaires parce qu'elle est centrale, mais je vais vous reposer la question sur les coûts de production pour essayer de comprendre aussi du point de vue des éleveurs comment leur quotidien a évolué. Mais j'aimerais avoir l'avis de Tahar Saïd sur cette question de l'intermédiation dans la filière ovine. Est-ce que là aussi il y a une évolution au cours des dernières années que vous avez pu constater, vous, de votre point de vue d'enseignant-chercheur, ou est-ce que il faut faire avec, c'est un maillon essentiel de la filière ovine et c'est comme ça? On est dans une filière à offre fragmentée. C'est-à-dire que c'est important de revenir sur la structure. C'est-à-dire que la majorité de nos élevages demeurent des élevages taille familiale. C'est eux qui dominent. Et donc, quand vous voulez procéder à l'amalgame de cette offre fragmentée, qu'est-ce que ça veut dire offre fragmentée? C'est-à-dire que par famille ou par élevage, on a des effectifs réduits qui sont produits, avec des risques énormes. Quand vous voulez amalgamer tout ça, vous êtes face à l'intermédiaire. Parce que c'est lui qui va faire ce travail. Et puis il y a une question fondamentale aussi. Les zones de production ne correspondent pas du tout aux zones de consommation. Il y a un éloignement réel. Éloignement en termes de distance et en termes d'accès. Toutes les zones de montagne. Bon, il y a eu de gros efforts, il faut le reconnaître. L'État a fait de gros efforts. Les pistes, les routes. Le Maroc de 2025 ou le 2026, c'est pas le Maroc de 2000. Je peux vous dire, je travaille beaucoup dans les zones de haute montagne. On mettait 8 heures, même le chef-lieu de la province, par exemple, à Zilal, pour aller dans les douars. Aujourd'hui, les routes, ça, bien sûr, ça facilite les échanges. Mais il n'empêche, tout ça a un coût.
Et donc, ça nous amène à la question des intermédiaires. Pour répondre à votre question, franchement, je me rappelle d'une étude conduite en 1994. Ça nous ramène à 30 ans en arrière. Oui. Par la coopération allemande avec l'INRA du Maroc. Il parlait de 6, en moyenne 6 ventes du même animal avant d'arriver au consommateur final. Ça, c'était à 30 ans. Ça fait 30 ans. On peut facilement imaginer que le nombre a augmenté depuis... Il a augmenté peut-être pas, Non. mais qu'il a légèrement diminué aussi peut-être. Mais il n'empêche, ça veut dire qu'il y a tout un ensemble d'intermédiaires pour aller du producteur initial. Je suis d'accord. Parfois, il y en a aucun. Ouais. Quand vous achetez la grande surface, parfois c'est l'éleveur directement qui vous vend à vous. Moi, je connais pas exactement ce qui se passe les grandes surfaces, mais je peux supposer certains grands éleveurs achètent avec le loup avec l'espace mis à disposition par la grande surface et vendent directement. Ça, c'est le cas idéal. Oui. Mais là aussi, bon, les coûts sont parfois un peu plus supérieurs que si vous allez l'acheter, mais vous faites l'effort d'aller vous-même chez le producteur. Alors que là, c'est lui qui vient vers vous. En tous les cas, il y a des risques, il y a des frais logistiques qui expliquent une augmentation. Les chiffres ont été donnés. Vous avez un animal qui était à 2500 zone de production, il arrive en ville, il est déjà plus de 3000. Mais derrière, il y a des frais. Donc le mouton, il n'a pas des roues, il vient tout seul. Non, mais qui est des frais, ça c'est entendable. Qui est, moi je l'ai dit, voire les deux intermédiaires parce que ça reste un maillon essentiel dans le circuit de commercialisation. Mais qui en est 4, 5, 6, 7, ça n'a pas de sens. Je suis d'accord, c'est-à-dire... Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est cette question des intermédiaires. Elle se pose d'ailleurs dans tous les secteurs, dans tous les secteurs d'activité. Là où il y a des problèmes de prix, on identifie ce problème de l'intermédiation qui fait gonfler artificiellement les prix. Comment on règle ce problème des intermédiaires? Est-ce qu'il faut, comme l'a suggéré, si j'ai bien compris, Saïd, un registre national des intermédiaires qui soit identifié, qui sont ces gens-là, qu'ils aient des règles à respecter? Est-ce que, et là je pose la question, l'État a un rôle déterminant à jouer dans cette question de l'intermédiation? Aujourd'hui, n'importe qui peut devenir intermédiaire, acheter et vendre des bêtes. Peut-être aussi que le rôle d'un État régalien, c'est de s'assurer que la production qui est suffisante aille directement aux consommateurs et aux ménages. Je voudrais rajouter un point. Oui. On l'a étudié dans beaucoup de filières agricoles, parce que cette question touche surtout les produits alimentaires qui sont très sensibles. Vous savez que beaucoup d'intermédiaires sont à la fois des membres des familles des producteurs, parfois même des producteurs, qui se transforment en intermédiaires parce qu'ils voient qu'il y a une opportunité. Tout ça derrière, le mot-clé, c'est l'opportunité. D'augmenter les marges, d'augmenter la valorisation. Ce qui a, à mon avis, aujourd'hui, rajouté à la complexité de la chose, c'est une coupure nette qui est entre le monde rural et le monde urbain. Beaucoup de gens, même d'origine rurale, ont oublié leurs racines rurales et les pratiques qu'il y avait dans la ruralité, parce qu'ils sont totalement devenus citadins. Et en oubliant, et ça va nous amener au coût de production, les charges réelles de la production de la bête sacrificielle qui ont fortement augmenté. Ça, je peux vous le garantir, et si Saïd pourra le confirmer. Eh ben, venons-en au coût de production. On va justement vous donner la parole pour nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Comme je l'ai dit, quand je vous ai posé la question tout à l'heure, c'est vrai que la situation aujourd'hui du CSEB moyen marocain n'est pas celle d'il y a quelques années à peine. Il y a eu plusieurs années de sécheresse. La période du Covid qui a été très mal vécue par les éleveurs d'un point de vue financier. D'aucuns diront que les coûts de production ont augmenté, tout coûte plus cher, les carburants, l'elf, tout. Est-ce qu'aujourd'hui, le coût de production, à lui seul, explique ou justifie la hausse des prix de la filière ovine, tout simplement? Explique en partie, surtout le prix au départ éleveur, ou le prix qu'on peut rencontrer dans les souks ruraux, dans les souks hebdomadaires, dans les bassins de production. Et docteur professeur Saïd, il a rappelé cette question d'éloignement entre les zones de production et les grandes zones de consommation, sachant que, voilà, l'élevage des petits ruminants, des ovaires et des caprins, généralement, il est pratiqué dans des zones éloignées, accidentées, zones de montagne, où on ne peut pas faire d'autres types d'agriculture. Lorsqu'on a des conditions favorables, on ne fait pas de l'élevage. Donc l'élevage, souvent, il est situé dans les zones vraiment marginales, les montagnes, les hauts plateaux semi-arides, voire arides, etc. Donc vraiment, c'est des zones très éloignées.
Ces dernières années, vous l'avez rappelé, on a vécu une crise très longue et complexe, multifactorielle. Il n'a pas une seule cause, il a plusieurs causes. Il a commencé au Covid avec ces phénomènes de logistique internationale qui a démarré la décapitalisation du cheptel. Et on a eu à partir de 2022 une inflation mondiale exceptionnelle qui a touché les prix des aliments. Et tout ça avec une succession des années de sécheresse qui a appauvri, voire même anéanti la production pastorale, et même les réserves de fourrage qu'on avait au niveau national, il a été épuisé. Donc ce qui fait, l'élevage est devenu dépendant quasi totalement sur l'achat de l'aliment et l'achat des fourrages, et en bonne partie venait de l'extérieur avec cette inflation mondiale qui persiste jusqu'à maintenant. Et il y a des phénomènes qui ont été, on va dire, atténués, mais l'inflation est toujours là. Donc, le coût de production, ils sont passés à des prix excessifs. Est-ce que vous avez une estimation de la hausse du coût de production sur les dernières années? Je peux vous donner, par exemple, un ovin actuellement, en moyenne, ça veut dire, je prends en compte quand elle est un peu âgée, quand elle est jeune, en moyenne, après 2 mois de lactation ou son alimentation est dépendante de sa mère, après, il va commencer, on fera en moyenne, s'il prend 800 à 1 kg d'aliments concentrés et la même chose en fourrage, sachant que le concentré actuellement, il est autour de 4 dirhams. Le fourrage, juste avant la récolte de cette année, il était aussi dans ces environs-là, donc ça fait 8 dirhams par jour, que l'animal seul, on ajoute le coût de production de sa mère, parce que le produit, il doit couvrir aussi les charges de sa mère. La mère, il consomme aussi. On va mettre que moitié prix, parce que on ne donne pas la même chose femelle que au mâle, et en termes de période, il n'est pas alimenté toute l'année, il est surtout alimenté quand elle est gestante, quand il y a la neige, quand on ne peut pas la sortir sur le parcours, etc. Donc on va prendre que 6 mois. 4 dirhams. Sur 6 mois, ça nous fait 2 dirhams, plus les 8 dirhams, ça fait 10 dirhams jour, on va dire, le coût d'un animal qui, au bout de 12 mois, il sera abattu avec un poids évoqué par professeur Serré aux alentours de 50-55 kg, ce qu'on appelle le kibch diyal l'Eid moyen classique. Donc ça fait sur 12 mois, on enlève les 2 mois de lait, ça fait 10 mois fois 10 dirhams, ça fait 3000 dirhams. Alimentation uniquement. On n'a pas évoqué la main-d'œuvre, on a le raï qui garde le cheptel, le travail, on n'a pas fait rentrer le travail de la famille, de la mère, des enfants, tout ça qui travaille. On n'a pas fait rentrer le coût de la santé animale, la mortalité, beaucoup de choses, de risques qu'il y a autour. Mais un animal moyen il coûte 3000 dirhams sorti d'éleveur. Donc vous voyez que quand même il y a un facteur maintenant qui est, bien sûr, mieux on a une bonne année, moins on donnera de l'alimentation, le coût de production va baisser, parce que l'alimentation reste quand même 70 à 80% du coût global. Oui, mais global. Le problème dans cette réflexion, même si je comprends ce que vous dites, c'est que le facteur climatique, il n'est plus conjoncturel au Maroc. Il est devenu structurel. Même si on a eu, alhamdoulilah, une bonne année pluviométrique cette année, mais rien ne nous garantit que ce sera le cas l'année prochaine, ni au cours des 5-6 prochaines années. Donc, ça m'amène à ma prochaine question, parce que là, on parle depuis tout à l'heure de Eid al-Adha 2026, ce qui s'est passé. On essaie de comprendre ce qui s'est passé, mais il s'agit aussi de se projeter vers l'année prochaine et les années qui vont suivre. Et les Marocains se posent, j'imagine, cette même question. Est-ce que ce qu'ils viennent de vivre cette année est amené à devenir la norme? À savoir, je vais pas dire une pénurie de la bête sacrificielle, mais une tension sur les prix, et les prix qui nous semblent excessifs aujourd'hui, les 3000-4000 dirhams, risquent de devenir la norme au cours des prochaines années. Parce que c'est ça le risque. Rien ne nous garantit que la situation va s'inverser l'année prochaine ou les années suivantes.
Oui, exactement, parce que c'est vrai qu'on a une bonne année cette année, mais rien ne garantit pour l'année prochaine. On a évoqué un coût moyen de 10 dirhams fois 300 jours, ça fait 3000 dirhams. Départ et on va dire coût de production chez l'éleveur. Si on veut agir sur le prix de l'animal chez l'éleveur, il faut agir sur les pratiques d'élevage, sur l'optimisation des pratiques d'élevage. Maintenant, même l'élevage évolue. On ne peut plus, après cette crise qu'on a vécue, on ne peut plus produire comme avant. On ne peut plus continuer à avoir 20% du cheptel de brebis qui ne produisent pas. On peut pas tolérer 10 à 15% de mortalité dans nos élevages. Ça veut dire qu'on a un gaspillage énorme maintenant qu'on doit limiter drastiquement pour optimiser la productivité. Et mieux on optimise la productivité, plus on fera baisser les coûts de production et par conséquent le prix au consommateur. Et là, les aides et les soutiens directs, ça peut vous aider à dépasser une crise. Mais ça règle pas le problème structurel. Il faut vraiment un programme d'encadrement et d'amélioration des compétences techniques de nos éleveurs sur le plan national pour optimiser les coûts de production. Ça, c'est le rôle de l'ANOC, non? Oui. Entre autres. Tahar, ça aurait deux questions en une. La question initiale, c'est est-ce que c'est, de votre point de vue d'enseignants-chercheurs sur ces questions-là, est-ce que c'est amené à devenir la norme, ce niveau de prix, cette tension sur les bêtes destinées à l'abattage? Et deuxième question, qu'est-ce qu'il faudrait faire de votre point de vue pour essayer d'inverser la tendance? Si on met de côté le facteur climatique sur lequel on ne peut pas grand-chose, la vérité. Alors, la vérité, c'est que, la succession d'années de sécheresse et de crise nous ont amené une certitude. C'est que l'importation de bêtes sacrificielles est une utopie. Ça a été proposé à un moment, avec tous les remous politiques qu'il y a eu derrière, mais en fait, on voit très bien, comme je vous disais tout à l'heure, le Marocain est attaché à sa bête d'origine, et quand je dis le Marocain, territoire par territoire. Pour le Casablanca, c'est Sardé, je l'ai expliqué tout à l'heure, pour les gens du Nord, ça va être le Berguia, comme on a dit, etc. Donc, pensez à aller chercher des bêtes sacrificielles dans d'autres pays, on n'aura pas les canons. Même en termes de souveraineté alimentaire, c'est pas très pertinent. Donc on met de côté cette question de l'importation. Même si on pouvait penser que ça allait être une solution, ça ne peut pas être une solution. En plus, les prix, la logistique et tous les problèmes qu'il y a derrière. Et puis les Marocains ne vont pas se retrouver dans ces bêtes-là. Elles ne seront pas acceptées pour l'abattage rituel. C'est la première chose. La deuxième chose, je rajouterai un facteur. Il a un peu été évoqué, mais qui est aujourd'hui structurel. C'est la main-d'œuvre, le travail. L'élevage a besoin de travail au quotidien. On appelle ça le travail d'astreinte. Il y a tout un courant d'études à l'échelle mondiale qui travaille sur ces choses-là. Je peux vous donner un chiffre. Je suis allé relire quelques-unes de mes publications sur l'élevage ovin en haute montagne. On est sur 40 jours de travail par unité gros bétail, c'est à peu près 6 brebis. 40 jours de travail par an. Donc un troupeau de 60, c'est 400 jours de travail. Ça veut dire, si vous avez 60 brebis, alors il vous faut une personne par jour qui est derrière. Pour l'amener sur le pâturage, pour préparer les rations, pour il y a un problème sanitaire, pour les agnelages, c'est-à-dire les mises bas, etc. Nos grands-parents considéraient que c'était du travail quasiment gratuit parce que c'était dans le monde rural, les enfants n'étaient pas scolarisés, les standards de vie, il n'y avait pas Internet, les gens n'aspiraient pas à mieux, ils étaient là, et il pleuvait un peu plus, et ils disaient l'élevage ovin, c'est un des piliers de notre revenu annuel. Quand vous allez en haute montagne, les surfaces agricoles sont très exiguës, vous pouvez pas faire beaucoup de céréales, vous pouvez pas faire... Et ça va changer. Bien sûr. Aujourd'hui, la jeunesse aspire à autre chose, elle a Internet, et c'est ce qui explique ce qu'on a vécu. L'exode rural, on a perdu des centaines de milliers d'opportunités d'emploi. Moi, je suis en grande partie persuadé que ces opportunités d'emploi perdues étaient dans l'agriculture et encore plus dans l'élevage. L'élevage ayant été mésestimé par les stratégies agricoles des 20 dernières années, parce qu'on nous a dit l'arboriculture valorise mieux l'eau, etc. On a oublié l'élevage, et il aura fallu attendre les instructions royales de 2025 pour que des aides directes soient données à l'élevage. Il n'y avait pas d'aide directe. Et c'est ce qui nous a amené à la situation dramatique de la perte de l'autosuffisance en viande rouge, et même en lait. C'est important d'en parler. Donc, je pense qu'à l'avenir, sauf manne céleste, ce qui est peu probable, parce que les scénarios du changement climatique nous disent tous
qu'il faut s'attendre à davantage de sécheresse, à moins de précipitations, à plus d'augmentation des températures. Et donc, il faut s'attendre à ce que la bête sacrificielle va coûter plus cher. Malheureusement, et comme les Marocains ont accepté de payer la viande à 100 dirhams, voire plus le kilogramme, quand on parle de viande rouge. Enfin, ils l'ont accepté, oui et non. Ceux qui ont les moyens l'ont accepté ou l'ont intégré. Ceux qui n'ont pas les moyens, se passent de la viande rouge, tout simplement. Ils vont vers la viande blanche ou vers d'autres substituts. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Très bien. Vous avez répondu à la première question. Effectivement. Pour les années prochaines, le scénario le plus plausible, compte tenu des différents paramètres, c'est qu'on reste dans cette conjoncture-là. La deuxième question à laquelle vous n'avez pas encore répondu, c'est de votre point de vue d'enseignant-chercheur. Vous suivez de très près les évolutions, notamment dans les filières oviles. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Des mesures très simples et rapides pour inverser la tendance, pour essayer d'inverser la tendance. Le climat, on n'a aucune maîtrise dessus. Le climat, je l'ai mis de côté. Vous revenez là où vous m'avez interrompu. J'avais dit sauf si, avec les outils modernes, la digitalisation, par exemple, on arrive à mieux organiser les canaux de distribution. On peut penser qu'il y a des pays qui commencent aujourd'hui à adopter la digitalisation. Vous avez une application sur un smartphone. Au lieu d'avoir les 5 intermédiaires dont on a parlé tout à l'heure. Ça marchera pas, vous savez très très bien. C'est pas que ça marchera pas. Les gens ont besoin de palper leur bête avant de l'acheter. C'est pas que ça marchera pas. Non, mais aujourd'hui, quand vous allez l'acheter fait une grande surface, vous palpez rien. Vous passez par une balance et vous avez votre bête. Et elle reste 3-4 jours et vous payez. Entre guillemets, je viens de l'apprendre. Il y a des frais d'hôtel. C'est comme ça que ça a été appelé. Votre bête, elle reste chez l'éleveur, comme ça a été dit, on vous le facture. Ah oui. Non, on peut penser qu'avec les outils de la digitalisation, il peut y avoir des solutions qui essayent de limiter donc les dépenses qui n'ont pas lieu d'être, mais qui malheureusement aujourd'hui sont indispensables parce qu'on n'a pas encore mis en place, on va dire, la digitalisation, la modernisation des systèmes de distribution. Très bien. Le dernier mot, il sera à Saïd Chatibi, représentant des éleveurs d'El Ksaba. La dernière question est très simple. Comment se porte aujourd'hui le Ksaba, les éleveurs, après cet épisode d'El Eid? Vous êtes en contact avec eux, j'imagine? Oui. Comment ils vont? Alors, comment il va, surtout le cheptel, parce que c'est ce qui nous intéresse. Mais quand je parle des éleveurs, c'est leur cheptel, parce que si le cheptel il va bien, ce qui est bien, on a fait même des investigations après l'Eid. Ce qui est positif, c'est que même avec, on va dire, ce qu'on a vécu vers la fin de l'Eid, même avec ça, on a une présence de femelles productrices encore très forte, ce qui est d'ailleurs peut-être un élément positif dans tout ça. Et même, je crois, c'est un résultat des décisions exceptionnelles du pouvoir public en 2025 et voire début 2026, c'est que on a pu préserver la femelle, et qui dit la femelle dit le cheptel productif. Donc c'est de bon augure pour l'année prochaine. Voilà, c'est vrai qu'on a mis un peu plus l'accent sur les mâles pour la boucherie, pour l'Eid, etc. Mais l'avantage, c'est qu'on a pu préserver la femelle. Et d'ailleurs, les statistiques le disent, 21 millions de femelles, plus ceux qui sont nés après, qui ont été gardés aussi. Donc, on a un très bon cheptel de femelles qui va assurer la production de l'année prochaine et des années qui vont venir. Il faut savoir qu'on sort d'une crise, comme on a tous une année très longue, complexe et très longue, et on va pas en sortir en une année ou en quelques mois. Il va falloir un peu plus de temps chaque année. On va avancer. Je crois qu'on va retourner pas à la situation avant Covid. Je crois que c'est peu probable, mais on va revenir à une situation, on va dire, un peu plus raisonnable par rapport aux consommateurs marocains. Et on a un indicateur cette année, on l'a évoqué au début, c'est le prix affiché au niveau de la grande distribution, qui était pour ça des 78 dirhams. Oui. Alors qu'en 2024, dernier Eid, c'était 83 le prix de la race Sadé. Oui. Ça veut dire qu'on a baissé de 5 dirhams. Donc, ça veut dire que la tendance d'augmentation des prix, il est arrivé au pic en 2024. On a tourné en 2026 vers la courbe, vers la baisse. On espère que ça va se poursuivre dans les 2-3 années, Inch'Allah, qui vont venir. C'est ce qu'on espère, en tout cas. Si le ciel est clément, vous savez, oui, parce que tout tourne autour de la clémence du ciel. L'élevage ovin valorise d'abord l'eau pluviale, c'est fondamental. Exactement. Ben, écoutez, merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'avoir accepté notre invitation pour cette discussion. On a essayé de poser des questions que les uns et les autres se posent pour essayer de comprendre ce qui s'est passé cette année et ce qui risque aussi de se passer, heureusement ou malheureusement, surtout malheureusement si j'ai à vous entendre,
au cours des prochaines années. Merci beaucoup, Si Saïd Chatibi, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'ANOC, qui est l'association nationale ovine et caprine. Merci et à bientôt, Inch'Allah, dans le 12-13 de Média 24. Merci à vous, Saïd. Et merci à Sitahar Srairi. Je rappelle que vous êtes enseignant-chercheur à l'IAV, Hassan II de Rabat. Merci infiniment et à bientôt, Inch'Allah. Le plaisir était pour moi. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Le 12-13 de Média 24, c'est fini. Excellente fin de semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.